Bonjour à vous, troisième vidéo de la chaîne, deuxième vidéo de cours philosophie antique pour les licences première année de l'université Paris-Est, Créteil, Paris 12. Aïe, on est là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez pour le mieux. Je vous souhaite le meilleur. Et on est parti. Donc, la dernière fois, on avait vu les fameuses 3 disciplines de vie. Les fameuses, que dis-je, les mondialement connues 3 disciplines de vie. Comme quoi, la conclusion était que les stoïciens, la sagesse stoïcienne cherchait à nous replacer au sein de la nature. Cette fameuse imbrication ou imbricage, si on veut inventer des mots. C'est la démarche, c'est bien l'invitation de la sagesse stoïcienne, se replacer au sein de la nature. Mais pourquoi ? On peut se poser la question. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour les prochaines vidéos, qu'est-ce que c'est que cet entretissage de moi et du monde ? Entretissage, jolie expression que j'emprunte à Pierre Hadot. Entretissage de moi et du monde. Comment que ça se fait ? Quel est ce monde, ce cosmos ? Quelle est la nature de cette harmonie ? C'est bien ce que nous allons voir, ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. En préambule, on pourrait se demander, mais pourquoi comprendre la nature ? Pourquoi se prendre la tête à comprendre la nature finalement ? Vous pouvez mettre pause dans la vidéo pour réfléchir 2 secondes. Pourquoi comprendre la nature ? Parce que là, je vais donner quelques réponses, quelques pistes de réflexion, pourquoi comprendre la nature. Mais si vous voulez réfléchir, je vous invite à y réfléchir par vous-même. Peut-être pour éviter l'imprévu déjà. Parce que si la sagesse veut atteindre une paix, une quiétude, veut atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire aucun trouble dans l'âme, la quiétude de l'âme, la sérénité, comprendre la nature peut permettre de se garder des imprévus et des inquiétudes infondées. Par exemple, s'il y a des tempêtes, on pourrait s'inquiéter pourquoi il y a des tempêtes, etc. On pourrait se demander si ce n'est pas la colère des dieux, etc. Mais, voilà, si on voit la météo, si on fait de la météorologie, ok, on peut comprendre que finalement, la tempête n'a rien à voir avec nous. Là encore, on retrouve le principe stoïcien de ce qui dépend de moi, de ce qui ne dépend pas de moi. Peut-être la tempête n'a rien à voir avec nous. C'est juste un cycle naturel, avec le vent, etc. Bon. Et d'ailleurs, en voyant la météo, je peux prévoir la pluie. Donc, je peux ne pas me laisser surprendre, je peux prévoir. Cette première idée-là, éviter l'imprévu. Deuxième idée, on pourrait dire, pourquoi comprendre la nature ? Justifier scientifiquement ou métaphysiquement la fameuse distinction ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des causes naturelles que je ne contrôle pas. Donc je ne vais pas me prendre la tête là-dessus. Il pleut, on l'a vu la dernière fois, il pleut, je ne peux pas changer grand-chose. Citation, pour s'échauffer. Tout ce qui est accordé avec toi est accordé avec moi au monde. Il y a cette notion d'accord. Ce qui est accordé dans le monde est accordé avec moi. Finalement, le sage stoïcien obtient la sérénité en épousant les mouvements du monde. Comme une danse, nous sommes en harmonie avec la musique en épousant ses rythmes. Un danseur ne va pas lutter contre la musique. Ce serait absurde. Il laisse passer la musique vibre en lui. De la même manière, un musicien, il laisse vibrer la musique en lui, un jazzman, lorsqu'il improvise, il ne cherche pas à « non, je vais à l'encontre ». Non. Il accepte la tonalité dans laquelle il est, et il laisse la vibes le saisir, en fait. Pareillement, le sage stoïcien laisse passer la musique du monde, la loi du monde, le nomos, ou le logos du monde, vibre en lui. Il comprend le monde. Comprendre, on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Comprendre, ça veut dire comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Ça veut dire littéralement embrasser. Quand je comprends le monde, j'embrasse le monde contre moi. Belle image. Et donc on peut garder finalement cette idée en tête que la physique, c'est pleinement la dimension cosmique du sage. Son inscription cosmique. Il s'inscrit dans la nature.
il se trouve qu'il y a deux grandes conceptions de la physique, le hasard et la nécessité. On pourrait même dire qu'il y a trois grandes conceptions de la physique, ou de la métaphysique en l'occurrence, c'est-à-dire le hasard, certes, mais la nécessité, on peut la diviser en deux. La nécessité avec dessein et la nécessité sans dessein. On aurait donc le hasard avec la conception épicurienne, par exemple, la conception atomiste ou matérialiste. On aurait la nécessité sans dessein, c'est le déterminisme avec Spinoza, c'est-à-dire que la nature suit son cours, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas d'intention. Et enfin, la nécessité avec dessein. Ça, c'est ce qu'on va voir avec les stoïciens. C'est-à-dire la nature a un but, c'est l'harmonie. Alors que la nécessité sans dessein, c'est aussi le darwinisme, par exemple. Il n'y a pas de but, si ce n'est la survie de l'espèce, mais il n'y a pas de dessein dans la nature. Il n'y a pas de but. Simplement, il y a un équilibre. Au temps par temps, il y a un équilibre dans l'écosystème. Ça, ce serait la métaphysique, le déterminisme sans dessein. Un équilibre écologique. Alors qu'avec le déterminisme avec dessein, donc les stoïciens, c'est pas un équilibre au coup par coup écologique, ça serait un équilibre, une harmonie, donc déjà c'est pas le même mot, harmonie, équilibre, une harmonie presque préétablie, comme dirait Leibniz, c'est-à-dire une harmonie du fait de la nature des êtres. C'est pas la même chose. D'un côté on a équilibre écologique, de l'autre on a harmonie de par la nature des êtres. En ce qui nous donc trois grandes conceptions, épicurienne ou matérialiste, spinoziste et stoïcienne. Donc nous on va commencer par la stoïcienne, la vision stoïcienne. Après on parlera de la vision épicurienne et on va finir le cours avec la vision de Spinoza, qui est incroyable. Donc ça sera dans quelques vidéos, dans quelques semaines. Et en ce qui concerne la vision stoïcienne, ce que je trouve judicieux, c'est qu'il mentionne ce dilemme. Par exemple, Marc Aurèle va se demander, dans la vie, ok, c'est soit la providence, soit le hasard. Donc, les stoïciens, ils ont conscience de cette dualité. Ok, c'est soit la providence, soit le hasard. Soit le destin, soit le hasard. Et comment ils raisonnent, je trouve très judicieux vraiment. C'est-à-dire, donc il y a deux possibilités, soit la providence, soit le hasard. Si c'est la providence, bah tout va pour le mieux. Puisque tout est prévu. S'il y a du hasard, eh bien, ce n'est pas pour autant une raison pour toi de te laisser aller au hasard. Non. S'il y a du hasard, alors tu fais fonctionner ta raison et tu exerces ta volonté. Citation. « Estime-toi heureux dans un tel tourbillon de posséder en toi-même une intelligence directrice. » Ou l'autre. « Si tout va au hasard, toi, tu ne vas pas au hasard. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut vraiment dire que dans tous les cas, tu exerces ta raison. C'est beau ça, quand même. Dans tous les cas, il a raison. C'est ça qui est intéressant. Ça se dit, soit c'est la providence, soit le hasard, mais dans tous les cas, j'ai raison. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu exerces ta raison. Dans tous les cas, tu es un être spirituel, un être raisonnable. Si c'est la providence, bah, tu exerces ta raison parce que, de toute façon, tu dois comprendre la raison du monde. Si c'est le hasard, bah, toi, te laisse pas aller au hasard. Toi, tu es un être de raison. S'il y a de l'ordre, tu t'insères dans l'ordre. S'il y a du hasard, c'est ta raison qui crée de l'ordre. Le hasard est l'occasion d'exercer ta raison. Vous voyez, dans tous les cas, ils ont raison. Dans tous les cas, tu exerces ta raison et ta volonté. Dans tous les cas, tu pratiques la philosophie. Tu n'as aucune excuse. Oui, mais... Aucune excuse. Aucune excuse. Oui, mais le hasard, il n'y a pas de sens, patati, patata, je trouve des excuses à faire le freestyle. Non, non, non. Ta raison crée du sens. Donc, utilise ta raison. T'es un être humain. Assume ton humanité, en fait. Ça sert à rien de faire le fifou. Tu y échapperas pas. En philosophie, tu y échappes pas. Tu fais de la philosophie ou tu fais pas de la philosophie. Après, certes, on peut voir une différence de dynamique entre ces deux perspectives, hasard ou dessein. Parce qu'avec les stoïciens, si le monde est ordonné, c'est une dynamique de se lier au monde, de s'insérer dans le cours des choses. Alors qu'avec les épicuriens, si le monde est hasard ou chaos,
La dynamique va être de créer une sorte de rupture dans le monde, afin que soit on ne soit pas chaos. Il y a peut-être, c'est une hypothèse, hein, dites-moi ce que vous en pensez, il y a peut-être un caractère de lutte contre le chaos du monde, avec ces épicuriens. C'est pourquoi on peut dire que les épicuriens se réunissent dans le jardin. C'est-à-dire, ils se retirent géographiquement. Il y a cette idée du jardin d'Épicure. On se retire géographiquement, topologiquement, du brouhaha du monde. Ils font un mouvement de retrait par rapport au cours du monde. C'est pourquoi on ne connaît pas d'hommes politiques épicuriens. Ça peut exister, hein. Ça a peut-être existé, mais en tout cas, c'est pas connu. Il y a plus un mouvement de retrait chez les épicuriens. Alors que pour les stoïciens, avec Sénèque, Marc Aurèle par exemple, il y a clairement des hommes politiques. Donc pour les stoïciens, si le monde est déjà harmonie, il faut donc s'accorder, au sens propre, se mettre au diapason du monde. On pourrait dire aussi que, dans tous les cas, il y a lutte. Mais la lutte est différente chez les stoïciens et chez les épicuriens. C'est-à-dire, si le chaos est dans le monde, comme avec les épicuriens, la lutte, elle est contre le monde. Le sage est celui qui se sort du monde. Et si le monde est harmonie, avec les stoïciens, la lutte va être contre soi-même, contre ses instincts, contre les passions humaines. La lutte, ça va être de sortir de soi. Enfin, ce sont là deux grandes schématisations. On peut évidemment nuancer, et on va nuancer, parce que chez les épicuriens, par exemple, est-ce que le monde est vraiment chaos ? C'est pas sûr. Est-ce que le hasard signifie chaos ? Pas nécessairement. Là, j'ai schématisé. J'ai dit d'un côté le hasard chaos, d'un côté l'ordre et l'harmonie. Mais évidemment, c'est plus subtil que ça. C'est toujours plus subtil que les schématisations qu'on en donne. Mais c'est bien d'avoir des schématisations dans sa tête pour cadrer les choses. Mais en tout cas, ce qui compte ici pour nous aujourd'hui, là, c'est bien ce thème en filigrane du cours, les exercices spirituels. C'est-à-dire la dimension cosmique de la philosophie. De voir dans quelle mesure l'éthique prévaut. Et ça, c'est important. En somme, de voir dans quelle mesure la posture du sage, ou la posture à laquelle la sagesse invite, est essentielle et détermine tout le reste du système. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas un système purement théorique, style masturbation intellectuelle, je suis dans ma chambre, je comprends le monde, ok, c'est bien, pourquoi, non. Non, c'est un système pratique, ancré, existentiel. C'est ça qui compte, c'est comment je vis. C'est ça la question que se posent les philosophies antiques. Ou peut-être l'essence de la philosophie, c'est comment tu vis, pourquoi tu vis de cette manière, quel principe tu veux adopter pour avoir telle conduite. Donc, vraiment, c'est là une clé de la philosophie, déterminer la posture. Quelle posture dans le monde ? J'aime bien ce terme posture parce qu'il y a vraiment cette idée de poste, fidèle au poste. Dans quelle posture, dans quelle dynamique de corps je suis. Posture, c'est vraiment intellectuel. Quelle posture intellectuelle ? Et quelle posture, dans mon corps je suis. Est-ce que je suis comme ça ? Est-ce que je suis comme ça ? La posture est différente. La posture, c'est vraiment comment je me tiens. Est-ce que je me tiens droit ? Est-ce que je suis stable ? Est-ce que je bouge au gré du vent, au gré des événements et des critiques, ou je suis stable ? Le sage cherche une stabilité. C'est pourquoi aussi en méditation, on se tient droit. La méditation n'est pas là, ok, je médite. Non, c'est... Je suis ancré et je médite. Pourquoi ? C'est parce que c'est une posture de dignité. Je suis digne. Même quand je fais rien, entre guillemets, quand je fais rien dans la méditation, je suis digne. Et donc, bon an, mal an, Kai, Kaan, j'aime bien cette expression, je l'ai entendue hier dans un film, Kaan. Avec tout ça, on arrive à l'examen de la posture des stoïciens. Là, on s'est chauffé, maintenant on rentre dans le dur. Donc, première partie, entretissage du monde et de l'harmonie. On va voir de quoi il retourne lorsqu'on parle du cosmos.
Ah, ça fait plaisir. Il s'agit donc de donner une assise, un fondement ontologique à la discipline du désir et à celle de l'impulsion. Rappelez-vous, il y avait 3 disciplines. Discipline du désir, discipline du jugement et discipline de l'action. Donc logique, éthique et physique. Et là on est dans la discipline du désir, c'est-à-dire la physique. Là, est-ce que je consens aux événements? Pourquoi je consens aux événements? Vous voyez? C'est pas simplement ok, il faut que je désire que les choses arrivent comme elles arrivent. Ok, il faut que j'agisse pour le bien de mes frères et sœurs humains. C'est pas juste ça. Non, c'est chercher à justifier pourquoi je suis fondé à désirer que les choses arrivent comme elles arrivent. Pourquoi je suis fondé à agir pour le bien du genre humain. Pourquoi je dois agir de telle ou telle façon. De sorte que, comme dirait Pierre Hadot, pourquoi ma minuscule causalité s'insère dans la causalité du monde. Très belle expression. Pourquoi ma minuscule causalité s'insère dans la causalité du monde. En m'insérant dans le monde, en fait, je fais ce que ma nature propre veut que je fasse. Donc il y a cette idée de coïncidence et d'imbrication. Par ailleurs, il y a un exercice spirituel qui m'a beaucoup inspiré. Je dis pas que je le fais tous les jours. De Marc Aurèle. Il dit, si tu as du mal à te réveiller le matin, dis-toi que tu vas agir pour le genre humain. Pourquoi tu te lèves? C'est pas juste pour ton plaisir. Tu te lèves parce que tu as une mission à rendre pour le genre humain. Bon, grosse responsabilité. Mais je trouve ça assez beau. Tu dis, tu te lèves, je vais agir pour le genre humain. Bref. Donc, lorsque je m'insère dans le monde, je fais ce que ma nature propre veut que je fasse. Donc, j'exprime ma nature propre. À chaque instant, je rencontre l'événement qui m'était réservé par le destin. C'est beau ça. Chaque événement qui arrive, en fait, c'est le destin qui a voulu que je rencontre cet événement. La discipline de désir a pour objet mon rapport avec le cours immense, inexorable, imperturbable de la nature. Cours immense, inexorable, imperturbable de la nature. Ma nature est de m'insérer dans le flux des événements. Voilà. Une dimension proprement métaphysique. Assez immense en réalité. C'est presque... On glisse dans un infini. Waouh, dans l'infini des événements, moi j'ai ma place. C'est beau quand même. Mais il y a là un présupposé très fort qui est en quelque sorte que lorsque je retrouve le monde, certes j'agis, certes c'est moi qui agis, c'est moi qui exerce ma raison, mais en fait, je suis agi. Je suis agi. La raison pense en moi. Je suis que vecteur. C'est ça qu'on avait mentionné aussi la dernière fois, en parlant de la justice. La justice passe par moi. Je rayonne la justice. C'est pas moi qui décide de la justice. Je transmets cette justice. C'est la justice du monde. Donc de là, de la même manière, je rayonne la loi du monde. C'est pas moi qui fais la loi du monde. Ça serait orgueilleux, prétentieux, et ce serait faux. Je suis, on pourrait dire, un tube. Je suis pas un obstacle. Je suis pas une ombre. J'essaye de me faire tube ou lampe, ou bougie, pour laisser passer la lumière du monde. Et c'est une idée qu'on retrouve chez les artistes. Donc c'est pas une idée purement stoïcienne, on en retrouve ça chez Arthur Rimbaud, chez Paul Valéry, chez Paul Klee. Là je vous ai mis quelques citations. Arthur Rimbaud dans Les Lettres du Voyant, texte magnifique, personnellement j'adore. Il y a un moment je les avais apprises par cœur, après je les ai oubliées. Citation. Car je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident, et là ça devient intéressant. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet. Bon, déjà c'est magnifique, mais il dit exactement ce qu'on est en train de dire. C'est j'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute.
voyez, c'est pas lui qui pense. C'est sa pensée qui pense par elle-même. Lui, il est juste là en tant que spectateur. Ah, j'ai une idée, j'ai une intuition. Lorsqu'il écrit, c'est pas Arthur Rimbaud qui écrit « Ouah, je suis trop fort ». Non, c'est Arthur Rimbaud, spectateur de l'intuition qu'il a. Il le transmet au monde, en fait. Quand il écrit, c'est une transmission de ce qu'il reçoit au monde. C'est ça qui veut dire « J'assiste à l'éclosion de ma pensée ». C'est exactement cette idée-là. « Je est un autre, si le cuivre s'éveille clairon ». C'est incroyable. Et deuxième citation d'Arthur Rimbaud. L'homme qui veut être poète cherche son âme. Il l'inspecte, il la tente, il l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Donc là, c'est un peu la même idée. Bon, après, il y a plusieurs interprétations. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres interprétations. Mais en ce qui me concerne, là, j'y vois encore une fois, l'homme qui veut être poète cherche son âme. Il l'inspecte, il la tente, il l'apprend. Donc finalement, il doit dompter son âme. Vous voyez ? C'est-à-dire, son âme, elle est là. Son âme, elle est là. Dans tous les cas, elle est là. Mais, est-ce qu'il va essayer de la chercher ou pas ? Est-ce que, en réalisant sa nature, il va faire un avec son âme ? Il va communier, au sens propre, communier avec son âme ? Ou il passe à côté de sa vie ? Finalement, il passe à côté de sa vie. Comme disait Arthur Rimbaud aussi, la vraie vie est ailleurs. Ça veut dire quoi, ça ? La vraie vie est ailleurs. Est-ce que la vraie vie, elle est ici, maintenant, là ? Ou est-ce que la vraie vie est ailleurs, peut-être avec une part d'imagination, par exemple ? Citation de Paul Klee, qui était pâtre. Paul Klee, l'artiste est homme, il est lui-même nature, morceau de nature dans l'air de la nature. Voilà. Ça, c'est typiquement stoïcien. Enfin, même tous les philosophes, même épicuriens. C'est philosophie antique. L'homme est un morceau de nature. On pourrait pas dire plus, on pourrait pas dire mieux. Finalement, quand je disais tout à l'heure, Marc Aurèle, pour se lever, il se disait « je fais œuvre de l'humanité », eh ben, on pourrait dire « ok, ma vie va être un puzzle dans le puzzle du destin. Va être une pièce du puzzle dans le puzzle du destin. Ma vie, mon action, va être une tesselle, un tesselle de mosaïque, dans la mosaïque du destin. Un fil dans le tissage du destin. Bref, vous choisissez l'image que vous voulez. Une goutte dans l'océan du destin. Bref. Mais, quand bien même c'est une goutte, quand bien même c'est une pièce de puzzle, quand bien même c'est un tesselle ou une tesselle, eh ben, ça a son importance. Puisqu'à mon échelle, c'est important. Voilà. Autre citation de Paul Klee. L'œuvre est au premier chef genèse. Et son histoire peut se représenter brièvement comme une étincelle mystérieusement jaillie d'on ne sait où. Voilà qui nous intéresse. L'œuvre, il dit pas l'artiste, il dit l'œuvre, elle surgit. C'est une étincelle qui surgit on ne sait pas d'où. Comme dirait Arthur Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. L'étincelle surgit mystérieusement on ne sait pas où. Elle enflamme l'esprit. C'est cette étincelle qui enflamme l'esprit, qui actionne la main et qui va devenir œuvre. Comme il dit, en transmettant comme le mouvement à la matière. Donc il dit bien, c'est pas moi artiste qui crée en fait, c'est j'ai une étincelle qui me fait mouvoir, qui m'émeut, qui me fait mouvoir. Émouvoir, ça veut dire ça, mettre en mouvement. Et j'ai choisi aussi les vidéos pour quelqu'un de contemporain, l'extrait d'une interview de Leo Walk, chorégraphe, danseur. Ouais, j'essaie de faire les choses de manière spontanée, c'est-à-dire que je me dis pas être réal, je me dis pas être chorégraphe, c'est juste que je me lève et qu'en fait il y a un projet qui me tourne autour et j'ai une idée, j'écoute la track et je fais ok, c'est parti, on part. Et Incroyable ce qu'il dit. Je l'ai découvert là parce que je faisais des petites recherches. Dites-vous, j'ai juste tapé sur YouTube interview danseur et on trouve des interviews incroyables. Et je suis content parce que j'ai découvert Leo Walk. Je connaissais pas. Et voyez ce qu'il dit ? Il dit exactement ça. Il dit les idées tournent autour de lui. Il fait les choses spontanément. Il ressent que c'est ce qu'il faut faire. Quand il est face à une musique, quand il écoute une musique, il dit pas ok, j'ai appris, donc il faut que je fasse ça parce qu'il faut. Non. Il écoute la musique, il se laisse pénétrer par la musique, bam, une étincelle surgit mystérieusement d'on ne sait où, et bam, il crée. Tout ça pour dire quoi ?
parce que ça peut nous emmener loin. Je pourrais accumuler les citations. Vous pouvez accumuler les citations selon ce que vous connaissez. Tout ça pour dire quoi? Que la sagesse, c'est partir à la quête de la coïncidence. Mot très important. Coïncidence. On a entretissage, imbrication ou imbricage, coïncidence, qui sont autant de synonymes. Coïncidence, se fondre dans le destin. Comprendre que le temps est un tout. C'est ça qui va nous intéresser. Citation. Ma nature et la nature commune ne s'opposent pas, car ma nature et ma raison, mot très important, ne sont que l'émanation de la raison universelle et de la nature universelle. Les deux natures sont identiques. Citation incroyable. Encore une fois, citation incroyable. Ma nature et la nature commune ne s'opposent pas. Ma nature et ma raison sont l'émanation de la nature et de la raison. Voyez pourquoi il s'agit de coïncidence. Coïncidence, faire coïncider ma nature avec la nature. Faire coïncider ma raison avec la raison. Le monde est un cosmos. D'ailleurs, cosmos, c'est bien un mot grec qui veut dire arranger. Un arrangement, c'est un cosmos, un arrangement. C'est pour ça qu'on appelle un cosmétique. Cosmétique, c'est ce qui nous arrange. Le monde n'est pas atomiste. Il n'est pas régi par le hasard. C'est pas une mécanique pour les stoïciens. Ce serait plus un orchestre symphonique. Non pas mécanique, mais symphonique. Chacun a sa partition et tout est pour le mieux. Mais, je vous entends d'ici. Vous pourriez me demander, oui, mais si c'est un orchestre, alors qui a écrit la partition? On va y venir. Mais d'abord, on peut revenir sur cette idée de destin. S'il y a un destin, c'est que tout est décidé. Le futur est décidé, le passé aussi, puisque de toute façon le passé est passé, mais le futur aussi est décidé. Et nous, on voyage dans le temps, mais au sens propre, c'est-à-dire, on pourrait dire que pour le destin, il n'y a ni futur ni passé, tout est déterminé, tout est défini, tout est déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est déjà là, il n'y a pas de hasard. Pour les stoïciens, il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Pour les épicuriens, il y a du hasard. Pour les stoïciens, il n'y a pas de hasard. Comme dirait, c'est la phrase de la définition du hasard en mathématiques, elle m'a beaucoup éclairé aussi. C'est la coïncidence, on retrouve ce mot, la coïncidence entre deux séries causales indépendantes. Mais là, on serait plus dans la vision spinoziste. Coïncidence entre deux séries causales indépendantes. C'est-à-dire, c'est des séries causales qui ont une raison d'être, mais elles n'ont pas de raison d'être ensemble. Il se trouve qu'elles vont être ensemble au bout d'un moment. Mais il n'y a pas de raison d'être. Or, chez les stoïciens, tout a une raison d'être. On pourrait dire qu'il y a des tranches de temps. Donc tout est défini, tout est déjà là. Simplement, il y a des tranches de temps, et nous, on voyage dans ces différentes tranches de temps. Comme si le temps est un gâteau, et qu'il y a différentes parts du gâteau. Et nous, le gâteau, il est déjà fait. Juste, nous, on voyage de part en part. Ou, extrait du documentaire Magie du Cosmos. Ces événements, et tout ce qui, selon moi, est en train de se produire au même moment dans le temps, mais à différents emplacements de notre univers, forment ma perception intuitive de maintenant. On peut les représenter alignés sur une même tranche d'espace-temps. Appelons ça une tranche de maintenant. Le bon sens voudrait que vous, moi et tous les autres, nous tombions d'accord sur ce qui se passe ou ce qui existe maintenant, moment après moment après moment. C'est-à-dire que nous serions tous d'accord sur ce que contient une tranche donnée de maintenant. Mais Einstein a montré qu'étrangement, quand on prend en compte le mouvement, cette représentation logique du temps vole en éclats. Pour mieux comprendre, imaginez l'espace-temps comme une miche de pain. Einstein a réalisé que tout comme il y a différentes façons de découper une miche de pain en plusieurs tranches,
il y a différentes façons de découper l'espace-temps en plusieurs tranches de maintenant. Vous voyez, la science actuelle, certaines théories dans la science actuelle rejoignent certains points des stoïciens antiques. C'est fascinant, c'est incroyable. Donc, cette idée de pain de mie, et nous, le présent, c'est juste une tranche de pain de mie. Mais le pain de mie, il est déjà fait. Donc, le destin est déjà là, tout est déjà fait. Nous, à notre échelle, vu qu'on n'est pas à l'échelle de Dieu, nous, à notre échelle, on voyage. Mais le voyage est déjà là. Comme lorsqu'on emprunte la route pour aller à un endroit, mettons, je vais en Bretagne, je vais mettre 6 heures pour y aller, 600 km, mais le chemin est déjà là. Paris, Bretagne existe déjà. Simplement, moi, je voyage. Parce que je suis à mon échelle. C'est exactement cette idée-là dans le temps. Je voyage dans le temps. Parce que le temps est déjà là. Donc, il y a cette idée-là, chez les stoïciens, que la trame du temps est différente de notre trame moderne. Parce que nous, aujourd'hui, notre trame du temps, elle est linéaire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a un passé, il y a un avant, il y a un après, bref. Elle est linéaire. Pour l'origine, ça doit venir de la religion chrétienne. Mais ça, ce serait pour un autre sujet. Bref, ça va dans un sens. Il y a un début, il y a une fin. Alors qu'à l'époque, et pour d'autres civilisations, le temps est cyclique. Ah. Il n'y a peut-être même pas de raison de parler de passé, présent, futur. Ce ne sont que des perspectives, ce ne sont pas des réalités. Alors que pour nous, dans notre civilisation judéo-chrétienne, parler de passé, présent, futur, ce sont vraiment des réalités. Le passé, c'est ce qui était avant. Le présent, bon, c'est maintenant. Et le futur, c'est ce qui va être. C'est vraiment des réalités topologiques. Alors que si le temps est cyclique, passé, présent, futur, il n'y a pas de réalité. Ce sont juste des perspectives. Il n'y a peut-être même pas de raison de partiser le temps, de diviser le temps, parce que le temps est un tout. De même, l'espace est un tout. Voilà, c'est intéressant. Les parties du monde ne sont pas plus étrangères les unes aux autres que ne le sont entre eux les événements qui s'y déroulent. Bien au contraire, les stoïciens admettent entre les corps la possibilité d'un mélange total. Mélange total. Donc il y a un peu cette idée, cette intuition, qui va devenir le cheval de bataille de Einstein. L'espace-temps. Le temps est un tout, l'espace est un tout. Ce sont que des mélanges. Ce qu'on appelle espace, ce qu'on appelle temps, ce ne sont que des perspectives. Il faut imaginer, concevoir les parties du monde liées entre elles, comme par un réseau de connivence, de conspiration, de sympathie. Tout conspire ensemble, tout bouge ensemble, tout est ensemble. Idée du puzzle. Idée de, quand je bouge un truc, ça bouge, ça fait vibrer, ça fait tout bouger. Un événement, théorie du chaos. Un battement d'aile du papillon peut engendrer une tornade à l'autre bout du monde. C'est un peu exagéré, mais c'est l'idée. Là, aujourd'hui, on le voit bien avec le virus, avec les maladies, avec le changement climatique. On agit à un endroit, ça va agir partout. On pollue à un endroit, ça va avoir une influence à cet endroit-là, mais surtout si on pollue de l'eau, ça va couler. Et donc finalement, ça va influencer toute la Terre. Même si nous, on n'en a pas conscience. Vous voyez, idée de conspiration. Très important. Conspiration. Respirer ensemble. Quand les gens ils font « il y a une conspiration mondiale », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on conspire ensemble, on respire ensemble. Venons-en maintenant à l'ontologie. Grosse partie. Quand on se demandait tout à l'heure, quand vous me demandiez tout à l'heure, je n'en doute pas, mais est-ce qu'il y a un auteur à tout ça ? S'il y a une partition, est-ce qu'il y a un auteur à cette partition ? Oui, il y a certainement, comme dirait Aristote, un premier moteur, un souffle originel, une première impulsion. Certainement, les stoïciens parlent de raison cosmique. Il y a un Dieu à l'origine du monde. Mais évidemment,
c'est un Dieu, en quelque sorte, indifférent au sort des hommes. Au sens où ce sont les êtres humains, et tous les êtres, qui doivent suivre les lois de Dieu, les lois de la nature universelle. Nous suivons le dessein de Dieu, dès lors que nous suivons les lois de la nature. C'est ça la coïncidence. Ma nature coïncide avec la nature. Et c'est ce que dit très bien Pierre Hadot, les stoïciens identifiaient Dieu, la nature, la vérité, le destin, Jupiter, Zeus. Pour eux, c'est la même chose. Ce sont autant de synonymes. Comme dirait Sénèque, les anciens n'ont pas cru le Jupiter adoré par nous. Ils croyaient en Zeus, en Dieu, en la nature, en la providence. Mais par Jupiter, ils entendent l'âme et l'esprit du monde. C'est une manière de personnaliser le monde, l'intelligence du monde. Citation. Longue citation, mais elle est très très lourde. Tous les noms lui conviennent. Tous les noms lui conviennent. Tu veux l'appeler destin, tu as le droit. Tu veux l'appeler providence, tu as le droit. Tu veux l'appeler la nature, tu as le droit. Tu veux l'appeler le monde, tu as le droit. Tu veux l'appeler le destin, tu as le droit, puisque c'est la cause des causes. Tu veux l'appeler la providence, tu as le droit, parce qu'il pourvoit à tous les besoins de tous les êtres. Tu veux l'appeler la nature, tu ne feras pas d'erreur, car c'est bien le souffle grâce auquel toute chose vit. Tu veux l'appeler le monde, tu ne te tromperas pas. Tu ne te tromperas pas, parce que c'est lui que tu vois partout. Vous voyez ? Tu veux l'appeler... À chaque fois, ce sont des perspectives. Toutes les perspectives ont raison dès lors qu'elles atteignent l'universel. C'est ça qu'il faut garder comme principe, comme présupposé chez les stoïciens, c'est l'universel. L'horizon est l'universel. Tu veux l'appeler destin, providence, nature, monde, t'as raison. Tant que tu veux désigner quelque chose d'universel. Tant que tu désignes ce cadre universel. Autre citation de Sénèque. Donc, qu'est-ce que Dieu ? L'intelligence de l'univers. Qu'est-ce que Dieu ? Le tout que tu vois et le tout que tu ne vois pas. Donc, c'est la totalité. En réalité, chez les stoïciens, c'est les premiers stoïciens, donc vraiment au temps de Chrysippe, etc. Il y avait cette idée métaphysique qu'il y a un feu, un souffle originel et essentiel, qui transite dans tout, qui fait que tout communique. C'est un feu rationnel, qui va être soumis à des mouvements de contraction, de relâchement, qui va engendrer des dilatations de l'espace et du temps, qui va faire qu'il va y avoir une succession de périodes. Vous voyez, c'est le feu. Comme aujourd'hui, un peu cette idée-là, avec le Big Bang, ça s'étend, ça se relâche. Ça s'étend, ça se relâche. Et ça crée l'espace et le temps. Et le fait que ça soit cyclique. Bam, ça monte, bam, ça descend. Et évidemment, c'est une vision qui va conduire à l'éternel retour, dont on parlera en abordant Nietzsche, mais ça sera dans 2 vidéos. Cette idée qu'on peut retenir, en tout cas aujourd'hui, c'est bien que le monde est un ensemble. Tout est synchronisé, tout est synchorisé. Synchroniser, ça veut dire dans le même temps, syncoriser dans le même espace. Synchroniser chronos, le temps, syncoriser la chora, un territoire. Synchroniser, syncoriser. Ah, il va y avoir du bruit. Évidemment, donc la différence entre les êtres est de degré, et non pas de nature. Il y a cette idée importante, correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Tout est dans tout, toute partie, chaque partie reflète le tout est dans chaque partie. Tu es dans toute chose est en toi. Tu es dans toute chose est en toi. Phrase alchimique par excellence. Également phrase stoïcienne. Également phrase donc de Paracels. C'est lui qui a popularisé ces mots de microcosme, macrocosme. Microcosme, c'est mon corps. Microcosme. Microcosmos. Petit arrangement. Petit univers. Dans le macrocosme, qui est le grand univers. Petit univers dans le grand univers. Mon corps dans le grand corps. Mon corps
dans le monde. Microcosme, macrocosme. Les deux sont en miroir. Mon corps est le reflet du monde. Mon corps est un échantillon du monde. Mon être est un échantillon du monde. Et le monde est l'écho de mon être. Ça va dans les deux sens. Donc c'est cette idée de coïncidence. Vraiment, quand je suis vraiment dans moi-même, je coïncide avec le monde. Et vice-versa. Quand je suis dans toute chose, quand je suis ouvert dans toute chose, je suis pleinement dans moi-même. Ce pourquoi, donc, on doit accepter les événements comme ils sont. Chaque événement est un reflet de la totalité des événements. C'est pourquoi je dois jouer mon rôle. Parce que aucun rôle n'est meilleur que les autres. Donc vous voyez, se dessine là une égalité des conditions. Se dessine là le consentement. Je consens à chaque événement puisque un événement est simplement un maillage de l'ensemble des événements. Et se dessine là l'égalité des conditions. Chaque rôle est aussi important les uns que les autres. Je suis empereur. J'aurais pu être éboueur. Je suis postier. J'aurais pu être ingénieur. Je suis philosophe. J'aurais pu être artiste. J'aurais pu être danseur. J'aurais pu être ouvrier. Peu importe. Chaque rôle est important. Ce pourquoi aussi, il y a eu cet exercice spirituel de pulvériser la représentation d'un événement. Pulvériser la représentation d'une actualité en me disant ce que je vois et ce que je crois être exceptionnel, non. Ça a été, ça sera encore, c'est juste une poussière. Donc quand je suis impressionné, quand justement ça me trouble, je suis troublé par une représentation. Je pulvérise cette représentation. Je la dépouille de toute son illusion pour me concentrer sur l'essentiel. Tout moment a été et sera. L'Asie, l'Europe sont des quoi du monde, la mer, une goutte du monde, l'Athos, c'est-à-dire l'Attique, la Grèce, une motte du monde, tout le temps présent, un point de l'éternité, tout est petit, instable, tout s'évanouit dans l'immensité. Citation de Marc Aurèle, très jolie là encore, mais pour dire que chaque chose n'est qu'une goutte dans l'immensité de ce qui est. Et on peut finir là-dessus, donc on peut finir sur ce paradoxe. Vous savez qu'en philo, on aime bien les paradoxes. D'ailleurs, paradoxe, ça vient de paradoxa, ce qui est contre la doxa, donc ce qui surprend la pensée habituelle. Donc, paradoxe puissant, au sens où, d'une part, je dépouille mon regard, mais de l'autre aussi, je sublime l'instant. Alors, attends. Tu dépouilles ton regard, donc tu mets à distance, tu critiques, tu fais mais ce moment, il n'est rien. Mais d'autre côté, tu te dis ouais, mais ce moment est tout. Comment ce moment peut être tout s'il n'est rien? Comment cet événement peut être tout s'il n'est rien? Comment je peux être tout si je suis rien? C'est un paradoxe. Parce que d'un côté, donc je dépouille mon regard, je prends de la distance par rapport aux choses et aux événements, je vois les choses crues. Par exemple, Marc Aurèle dira que le sexe, c'est un frottement de deux épidermes avec émission de pus. Ok. La viande, c'est du cadavre. Ok. Etc. Donc ça paraît assez obscur. Mais, si je fais ça, c'est un exercice spirituel pour ne pas avoir des représentations qui m'encombrent l'esprit. Je dépouille ma vision, mon jugement, pour gagner en sérénité. Et en même temps, sublimation de l'instant. On l'a vu dans la vidéo précédente, et on va le voir dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire l'instant présent est le seul qui existe, le seul vrai, le seul, l'unique, puisque je n'existe que dans le présent. Passé, futur, c'est une illusion, ce sont des perspectives, il n'y a que du présent. Ce qui nous conduit à la transition pour la prochaine vidéo. Comment penser mon existence dans un temps déjà défini? Comment penser la singularité de mon existence dans un temps déjà défini? Si tout est déjà fait, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Car après avoir vu ce cosmos, ce tout dans lequel nous sommes imbriqués, avec lequel nous devons coïncider le plus possible, nous verrons comment et pourquoi prendre conscience de ce temps qui passe. Ce qui nous conduira à parler du moment présent.
Cette notion tellement utilisée ces derniers temps, peut-être galvaudée, mais on n'en parle jamais assez. Voilà pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou les garder précieusement. Je me suis dit, voilà, là, je vais peut-être faire encore la vidéo sur les prochaines vidéos. Il y aura encore 1 ou 2 vidéos et il y aura un live. Live, je sais pas si je le fais sur YouTube ou si je vais le faire sur Discord ou autre. On verra. Si vous avez des idées, dites-le moi. Et puis, portez-vous bien. Continuez à vous nourrir de quoi que ce soit. Vous nourrir au sens large, pas seulement matériellement. Et à bientôt.